Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans ce 24e numéro de LSA Direct. L'émission d'actualité du soir d'Algérie accueille ce jeudi un ex-diplomate, même si dire ex pour un diplomate est, paraît-il, une hérésie. Lorsqu'on a été diplomate, on le reste à vie. Ça tombe bien, l'actualité diplomatique est dense, riche et ces derniers jours, voire même un peu tendue. Sur ce plateau, avec nous, en direct, Abdelaziz Rahabi. Bonjour. Bonjour. Dites-moi donc, ça a bougé ces derniers jours. Une résolution urgente de l'Union européenne qui nous est entièrement dédiée et une réponse plutôt musclée de l'Algérie. Il est dû à quoi ce soudain emballement? En fait, depuis une vingtaine d'années, il y a une sorte d'accélération de l'histoire. C'est le monde qui va plus vite que nous. Donc nous avons une perception encore traditionnelle des relations internationales. Nous réduisons le monde à c'est très manichéen, les Algériens, leur façon de voir le monde. Amis et ennemis, on nous aime pas. Et je pense que nous ne mesurons pas à quel point le monde change. Nous ne mesurons pas aussi à quel point la question des droits humains est importante, même si elle est traitée de façon sélective par l'Occident. Les droits humains au Sahara ou en Palestine ne sont pas les mêmes que ceux en Israël. Il reste que... Et puis il y a quelque chose, il faut le dire, moi je suis très surpris, choqué. Je n'ai pas arrêté d'être choqué par le fait que les Algériens soient aussi sensibles et aussi réactifs à ce qui se dit sur eux à l'étranger, tout en étant sourds à ce qui se dit sur eux à l'intérieur. Oui, j'allais presque vous dire, on a aussi un peu quelque part tendu la joue pour nous frapper, le bâton plutôt, on l'a quasiment fourni. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a des détenus d'opinion chez nous, en Algérie. Ce qui est inacceptable, ce qui est complètement décalé par rapport aux questions des libertés, ce qui est tout à fait antinomique avec l'esprit du Hirak, ce qui est tout à fait en contradiction avec les engagements internes et internationaux de l'Algérie. Nous vivons une sorte de judiciarisation de la vie politique. Le juge fait de la politique en Algérie. C'est lui qui détermine les privations de liberté pour une expression politique. Nous connaissons une véritable dérive en termes de liberté individuelle et collective. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons très peu retenu de l'indépendance. Nous avons retenu de l'indépendance le fait d'avoir chassé le colonisateur. Nous n'avons pas retenu de l'indépendance que c'était un combat aussi pour la liberté. Ce n'est pas seulement un combat pour l'indépendance de l'ancienne puissance coloniale, mais c'est également un combat pour la liberté. Les Algériens ont besoin de s'exprimer librement dans un cadre légal. Seul le droit, la loi doit donner des garanties aux Algériens. Ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas aux hommes les plus influents, ce n'est pas aux forces organisées ou aux forces informelles en Algérie de donner des garanties aux citoyens. Seule la loi doit donner des garanties. Malheureusement, il y a des dérives autoritaires chez nous sur la question des droits de l'homme, sur la question sur le droit à l'expression. Le droit à l'expression qui est fondamental. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais pour rester un peu dans le contexte de cette montée un peu en fièvre par rapport à l'Algérie, et sans sombrer dans la parano que vous décriviez un instant, comme par hasard, après cette interpellation de l'Union européenne, il y a eu le Maroc, un peu avant, le Maroc et les graves incidents d'El Guergueret. Le hasard en diplomatie, Abdelaziz Rahabi, ça existe? Non, ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas très sensible à ce qui se dit sur l'Algérie à l'étranger, je ne vous le cache pas. Ça peut paraître paradoxal pour un diplomate de le dire, mais je suis très sensible à la demande interne en matière de liberté, en matière de liberté d'expression, en matière de liberté fondamentale. Mais là, sur le Maroc, on est sorti du contexte de la liberté d'expression. On est sur des enjeux régionaux. Sur le Maroc, la persistance de la situation, le statu quo,
Est-ce que je peux en 30 secondes Ah, mais je vous en prie. Faire le parcours? C'est aussi pour ça que vous êtes là. En 30 secondes. En fait, quand aucun pays au monde ne reconnaît à ce jour la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Postulat de base extrêmement important. Les Espagnols sont sortis en 1975. Ils ont fait un recensement. Ça a donné à peu près 80 000 Sahraouis qui devaient jouir d'un référendum d'autodétermination accepté par le Maroc en 1977 et proclamé officiellement par le roi du Maroc en 1981 au sommet de l'OUE de Nairobi. Et c'est un engagement qui a été répété par le Premier ministre Lamari en 1985 à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, le Sahara occidental est une question de décolonisation. Je voudrais rappeler à ceux qui suivent ce dossier que quand l'Algérie a repris ses relations diplomatiques en 1988 avec le Maroc, les Marocains se sont engagés à organiser dans les meilleurs délais et sont contraints de référendum au Sahara occidental. Donc le référendum est l'expression de la volonté des peuples. L'Algérie, il y a eu un référendum en Algérie, comme il y a eu beaucoup de référendums en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et puis le statu quo a duré. Le Maroc occupe le terrain, profite des richesses, et les Sahraouis continuent à vivre un statut de réfugiés. En Algérie, ils sont presque 200 000. À ce titre, je voudrais dire que j'ai lu l'interview de Merzougui qui me paraît tout à fait scandaleuse, l'ancien président tunisien. L'ancien chef d'État tunisien. Qui ne reconnaît pas aux Sahraouis le droit d'avoir un État sous prétexte qu'ils ne sont que 200 000. Moi, je connais beaucoup de pays, y compris dans le monde arabe, qui ont moins de 200 000 autochtones. Et il y a plus de 50 pays à l'ONU, membres de l'ONU, qui ont moins de 200 000 habitants. Ça n'aura pas été, au passage, la seule infamie de Merzougui sur ces dernières années. Ouais, mais il est quand même regrettable qu'un ancien président, surcroît d'un président d'un pays ami, tienne un discours qui relève de l'anthropologie coloniale. Moi, je trouve ça extrêmement navrant venant d'un ancien président tenu à une obligation de réserve en matière de politique étrangère. Il reste que cette question du Sahara occidental, et contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs qui suivent la question, ce n'est pas la question du Sahara occidental qui empêche le Maghreb de se construire. Ça aussi, c'est une contre-vérité historique. Les chefs d'État qui sont réunis à Zeralda en 89 et à Marrakech en 88 à Zeralda, 89 à Marrakech, avaient décidé de découpler la question du Sahara occidental du Maghreb, de la question de la construction maghrébine. Ils ont dit, je suis témoin, ils ont dit, on va construire l'UMA, ça va créer l'intégration économique, ça va faciliter la circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, et par conséquent, ça va faciliter le règlement de la question du Sahara occidental parce qu'elle va introduire la confiance entre les Sahraouis et les Marocains. C'était ça. On a découplé la question du Sahara du processus maghrébin. Ce n'était plus un préalable au Maghreb. Jamais. Ça a été décidé. La preuve, en 89, le roi du Maroc avait reçu une délégation de haut niveau sahraoui conduite par l'actuel président sahraoui. Découpler les deux, c'est une décision du chef d'État. Alors vous m'amenez tout naturellement à affiner un peu ma précédente question, et affiner ou plutôt la poser de manière un peu plus abrupte. Le Maroc qui bouge et s'agite tout seul. Vous y croyez, vous? Alors que moi, je pense, vous et moi avons passé le temps l'époque des contes de fées. Non, tout seul, non. Le Maroc a un soutien direct et inconditionnel, un soutien diplomatique direct et inconditionnel au Conseil de sécurité de la France. Il a le soutien financier à l'effort de guerre des pays du Golfe. Il a incontestablement joué la carte de la Palestine en se rapprochant d'Israël, pour ne pas aller jusqu'à normaliser avec Israël, parce qu'il a probablement des résistances internes à l'intérieur. Le Maroc compte sur ses amitiés dans les pays du Golfe, bien sûr, il faut le dire. Mais en réalité, parce que qu'est-ce qui nourrit l'intransigeance du Maroc? L'absence de volonté à engager un processus de discussion avec les Sahraouis
Pourtant, ça s'est fait 6 fois au moins à New York. Ils ont eu des contacts très suivis, mais qui n'ont pas abouti. Parce que chaque fois que le Maroc se sent puissant, chaque fois que le Maroc se sent fort, chaque fois que ses alliés pensent que l'Algérie est faible, vous savez, hein, le Maroc a décidé de suspendre sa participation aux activités, aux travaux de l'UMA en 1995, quand l'Algérie vivait une période situation d'étranglement très très difficile. Il est clair que tout le monde essaie de profiter de la conjoncture d'affaiblissement ou de fébrilité de l'Algérie. Dans les relations internationales, c'est quelque chose qui est courant de vouloir pallier sur la fragilité ou la faiblesse du voisin. En même temps, il y a eu réponse. Il y a eu une séquence décidément très dense et l'armée algérienne est montée au créneau. D'abord avec une véritable révolution, si on peut appeler ça comme ça, c'est la redéfinition de sa doctrine en matière de défense du pays et de sa sphère d'intervention. Ensuite, il y a eu cet éditorial d'El Djeish. On y lit ce qui suit: Algériens, tenez-vous prêts. Ça sonne comme une veillée d'armes, Abdelaziz Rahabi. En fait, c'est dans l'émission de l'institution militaire, qui est une institution permanente de la République. Parce que pour poser ce problème de débat, on parle beaucoup de l'armée en Algérie en raison de son implication dans la politique. Mais la donne permanente, c'est que l'armée est une institution permanente de la République. Ce n'est pas une institution conjoncturelle. Et cette institution permanente de la République a pour autre mission, bien sûr, la défense de l'intégrité, la défense de l'intérêt, de la paix, de la sécurité du pays, mais elle a également comme mission d'affiner, de renforcer, de consolider le lien avec le peuple. C'est une mission fondamentale de toutes les armées du monde. Le lien ne doit pas être distendu entre le peuple et son armée. Et c'est à ce titre d'ailleurs, dans toutes les doctrines militaires du monde entier, il est recommandé chaque fois d'être très attentif au consensus qu'il y a dans la société autour de la politique de défense nationale et la politique étrangère d'un pays. Le peuple doit s'identifier à son armée en termes de protection du pays. L'armée doit s'identifier à son peuple, parce que c'est l'armée qui doit diffuser la sérénité. C'est l'armée qui doit absorber les inquiétudes de la société dans des situations conflictuelles. Parce que nous sommes dans une situation conflictuelle. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes isolés, mais nous sommes dans une situation conflictuelle difficile. Nous avons un conflit aux frontières avec la Libye. Les frontières sud de la Libye ne sont pas sûres. Nous avons un conflit à nos frontières au Mali. Il y a Guerguerat. Il y a la tension permanente avec le Maroc. Et beaucoup de stratèges proches du Maroc développent ce qu'on appelle la stratégie de la tension permanente. Comment mettre l'Algérie sous tension permanente? Parce que quand vous mettez un pays sous tension permanente, qu'est-ce qui arrive? Il mobilise son armée. Donc il démultiplie son budget. Il met son armée sous tension. Les gens nous mettent sous une guerre d'usure pour qu'on change nos priorités. Alors au lieu de s'orienter vers le développement, on s'oriente un peu plus vers l'armement. Parce que nous avons un agenda sécuritaire qui est différent du Maroc. Le Maroc est un pays très petit, il est presque insulaire, il n'a des frontières qu'avec l'Algérie et le Sahara occidental. Nous, on a la situation subsaharienne, Nous avons 6400 km de frontières communes, avec 6 pays, 7 pays. La frontière avec le Sahara n'est pas très grande, mais avec les autres, c'est en moyenne 1000 km. Et ça vous donne une responsabilité très importante. Comment protéger une frontière de 6? Il y a très peu de pays qui ont des frontières avec plus de 4 ou 5 pays. Dans ce climat où l'on essaie un peu de nous faire un peu monter la pression, il y a cette convergence de vues totale entre Alger et Moscou sur justement El Guerguerat. C'est une déclaration de l'ambassadeur de Russie en Algérie. C'est aussi peut-être, je vous pose la question à vous, puisque là on est en pleine diplomatie, un signal fort en direction de ceux qui tentent, vous avez utilisé le terme d'isoler, de ceux qui tentent d'isoler Alger. Les Russes se positionnent là clairement.
Alors, il y a une caractéristique dans la politique de défense nationale, caractéristique très très algérienne, qui est due essentiellement au parcours historique de l'Algérie. Nous ne sommes pas membres d'un système de défense militaire collectif. Nous n'avons pas de statut particulier avec l'OTAN. Nous ne sommes pas dans une alliance dans un pacte militaire. Du coup, cette situation vous donne certainement une autonomie et une souveraineté dans la décision militaire, mais exige de vous beaucoup de moyens et une grande vigilance. Mais nous comptons, heureusement, des amis. Nous comptons des amis traditionnels, historiques, qui ont soutenu la Russie comme la Chine, qui ont soutenu le combat de l'Algérie pour l'indépendance, avec lesquels nous avons des relations militaires privilégiées, avec lesquels il y a surtout la confiance. La confiance est à la base des relations internationales. La confiance est à la base, et c'est ce qui nourrit la qualité des relations entre les pays. Elle est déterminante, la confiance. Je vous sais très pointilleux sur, j'allais dire, l'évaluation même de certaines phases. Je vais vous demander de continuer à l'être, même si à la limite, j'ai même pas besoin de vous le demander, vous allez l'être jusqu'au bout. Mais sur El Guergueret, sur l'épisode El Guergueret, bon, oui. Il y a eu l'agression. Aujourd'hui, selon vous, Abdelaziz Rahabi, qui est le plus embêté par ce raid éclair marocain sur El Guergueret? La République sahraoui, l'Algérie, le Maroc, ou alors carrément les donneurs d'ordre? Les Sahraouis ne s'accommodent pas, et je les comprends parfaitement, parce que les Sahraouis ont reçu beaucoup de promesses de tout le monde, de promesses qui n'ont pas été tenues. Beaucoup de pays ont fait des pressions sur les Sahraouis en 1991 pour signer un accord de cessez-le-feu. Mais l'accord de cessez-le-feu était lié à l'organisation des référendums. Or, l'accord de cessez-le-feu n'a pas donné le référendum. Donc les Sahraouis sont en droit de vous dire la communauté internationale n'a pas respecté ses engagements. Et ce statu quo-là ne me sert pas. Les gens sont dans les camps depuis 45 ans. Il y a eu l'épisode de Guergueret. Les Sahraouis ont eu cette opportunité pour sortir du statu quo. En fait, les Sahraouis demandent à sortir du statu quo, demandent à réactiver ce processus qui est gelé depuis pratiquement depuis 1995. Depuis 1995, même si les derniers contacts entre les Sahraouis et les Marocains n'avaient pas donné beaucoup de résultats. L'épisode de Guergueret est un épisode aussi qui renseigne sur la responsabilité du Conseil de sécurité. Chaque fois que la situation est calme, chaque fois que la situation est stable, ça ne devient plus un sujet de préoccupation pour le Conseil de sécurité. Il faut emmener le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités. Ça fait une année et demie qu'il n'y a pas d'envoyé spécial au Sahara, une sorte de vacances. Au Sahara occidental. Ça fait, le Conseil de sécurité ne fait que renouveler le mandat de la MINURSO. La MINURSO elle-même est en deçà de son propre agenda. Elle ne se préoccupe pas, par exemple, de la violation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Alors que l'Algérie avait demandé à maintes reprises d'élargir les missions de la MINURSO aux questions des droits de l'homme. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Mais malheureusement, la communauté internationale, en ce moment, a d'autres préoccupations que les questions de sécurité et de paix. Comme nous sommes une émission qui se veut interactive, j'ai des questions, toujours sur le Sahara occidental. J'ai une question d'internaute. En fait, c'est beaucoup plus un panel de remarques des internautes et de jeunes Algériens. Jeunes, c'est une tranche 20 ans.
Et la tonalité de la plupart de leurs messages, je vais essayer de vous la restituer, c'est dont les parents ont à peine 50, 60 ans. Hein, okay. Donc voilà. Et qui disent finalement, nous, cette question sahraoui, nous n'y connaissons rien. Et puis en quoi ça nous regarde? Est-ce que c'est pas un peu notre génération à nous qui a failli dans la transmission? Mais en réalité, tout ce qui est... C'est la complexité des relations internationales qui fait que les gens se posent des questions sur toutes les zones conflictuelles dans le monde. Mais si vous dites aux jeunes Algériens, il s'agit d'une question de colonisation. Il s'agit d'un pays qui était occupé par les Espagnols, qui était revendiqué depuis longtemps par les Sahraouis, et quand les Espagnols ont quitté ce territoire, il a été occupé par les Marocains. L'Algérien comprend, parce que l'Algérien est un héritier de la culture de l'émancipation. Et de la lutte contre le colonialisme. Regardez la sensibilité des Algériens sur les questions, ce qu'on appelle le Hogra, sur les questions de la Palestine. Sur la question de la colonisation, les Algériens sont très sensibles à ça. Ils ont cette culture, c'est dans l'ADN des Algériens. Et vous savez que sur le plan international, aujourd'hui, quand vous dites principe, c'est le pragmatisme qui est à la mode. Quand vous dites principe, les gens vous disent il faut mettre les principes au service des intérêts. C'est une inversion quasiment saugrenue. Il n'y a plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur, que le monde appartient au plus fort. C'est vrai que les principes servent les intérêts, mais les principes régissent les relations internationales. Regardez comment il y a un déséquilibre au sein de l'ONU. Il y a 5 pays, ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui sont membres du Conseil de sécurité, qui décident des questions de paix et de sécurité dans le monde. 5 pays. 5 pays qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire une position créée en 1945 qui dirige le monde en 2020. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être que nous avons prêché par défaut d'explication, de sensibilisation. Il faut que la géopolitique soit enseignée aussi dans les écoles. Vous me l'ôtez de la bouche. J'allais vous dire que la question sahraoui est quasiment absente du cursus scolaire. La géopolitique doit être enseignée, le manuel scolaire, sensibiliser les gens, expliquer. La géopolitique du pays de manière générale. Parce qu'un pays, ce n'est pas qu'une masse territoriale. Un pays, c'est une organisation très complexe. Ça a des frontières, ça a des fragilités, ça a des forces. Regardez, par exemple, comment le terrorisme s'est déplacé de l'Afghanistan, il est passé au Moyen-Orient, puis il est venu dans le Sahel. Au Sahel. Et puis on l'a retrouvé à Alger. Il s'est déplacé en moins de 20 ans. Ils sont déplacés. Les menaces, les nouvelles menaces, les menaces qui ont changé de nature, ce n'est plus les guerres classiques. Les nouvelles menaces sont très présentes. Et ça, c'est considéré par nous, des Algériens, moi, à titre individuel, je parle au nom de personne, je parle au mon nom, comme des fragilités de l'Algérie. Qu'est-ce qui fragilise mon pays? Est-ce qu'avoir 6400 km de frontières, c'est important? Bien sûr que c'est important d'avoir une si grande masse territoriale, ça fait de vous un subcontinent. La profondeur. Beaucoup de richesses, la profondeur et tout ça. Mais ça demande un engagement, ça demande un engagement matériel, ça demande une doctrine. Il faut développer une doctrine, il faut expliquer aux enfants, dès le primaire, en passant par le collège, le lycée, l'université, ce que c'est un territoire, ce que c'est des menaces, ce que c'est un pays, comment préserver un pays. Restons alors sur justement cette explication et surtout les enjeux, la profondeur d'un pays et le contexte dans lequel nous évoluons. Vous soulignez à l'instant à fort juste titre que nous n'étions pas qu'une masse territoriale. Je vais essayer d'établir un parallèle et vous me direz s'il tient la route. Juste après l'assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, des voix à Téhéran, parfois même au sommet du pouvoir à Téhéran, ont appelé à ne pas tomber dans le piège grossier tendu par Israël à travers ce crime d'État. Alors, je pose la question et je vous dis, vous rectifiez, vous dites non, Hakim, tu es complètement à côté. Ne veut-on pas, aujourd'hui, aussi, nous pousser à la faute, nous, l'Algérie, avec les gesticulations et les manœuvres marocaines et ces résolutions infamantes, même de Bruxelles? Oui, mais je vous dis, de toute façon, quand vous avez une tension à vos frontières,
Dans ma carrière diplomatique, j'ai le souvenir que mon pays a toujours été sous tension permanente sur les questions internationales. Est-ce que c'est le parcours historique de l'Algérie? Est-ce que c'est les positions de l'Algérie? Est-ce que le fait que l'Algérie ne veut pas faire de concessions, que les gens attendent de nous? On nous demande toujours de faire des concessions sur la question palestinienne. Nous n'en avons pas fait. Je vais vous citer vous montrer à quel point il y a une spécificité, même si ce mot-là, je ne l'aime pas beaucoup, une spécificité algérienne. En 1988, nous avions connu les événements d'octobre, qui étaient des événements violents, des événements populaires qui réclamaient des changements. Et que c'est des événements fondateurs de la première expérience démocratique algérienne. C'est après les événements d'octobre qu'on a eu la première... L'ouverture et la... L'ouverture. Malheureusement, le pays n'avance que par rupture violente. Je le regrette. Et nous devions organiser le Conseil national palestinien. Tu t'en souviens? Mais bien évidemment, à Alger. À Alger. La proclamation de l'État palestinien s'est faite à Alger en novembre. J'étais en fonction à l'époque, près de ce dossier-là. Tout le monde, beaucoup de pays étrangers, y compris des amis, nous avaient recommandé de reporter le Conseil national palestinien parce qu'il y avait des menaces. Et il y a eu des menaces de toute nature, y compris des menaces militaires sur l'Algérie. Et la réaction de Chedli a été de dire « Ne demandez pas à un moujahid de céder devant de telles pressions. » Il y a une culture de la résistance chez les Algériens. Ça fait partie de notre doctrine, ça fait partie de notre culture. Nous ne voulons pas ressembler à d'autres, nous ne demandons pas aux autres de nous ressembler, mais chaque pays a son propre parcours, a sa façon de voir les choses. Nous avons une relation très forte, épidermique, sur les questions de la liberté, sur la question de l'émancipation des peuples, sur la question de la justice. C'est ça, les Algériens. Donc ils ont ils ont développé une identité dans la politique étrangère. Le terrain libérateur. Non, mais c'est une identité. Chacun a son identité. On développe son identité en fonction de son parcours historique, en fonction de ses réalités géopolitiques, en fonction de ses moyens, en fonction de sa culture, en fonction de tout. L'Algérie, aujourd'hui, au centre des enjeux que vous venez de décrire à l'instant, c'est des enjeux immenses et pas toujours amicaux. Une Algérie, vous aviez hésité tout à l'heure, le terme vous gênait un peu, une Algérie encerclée, c'est de la fable, ou alors il faut vraiment prendre ça très au sérieux aujourd'hui? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous dis pourquoi elle est encerclée. Parce que il y a des conflits à ses frontières, et c'est des conflits armés, c'est des conflits où des puissances, beaucoup de puissances, en Libye, il doit y avoir 7 ou 8 pays qui sont impliqués. Il y a une implication militaire directe de puissances étrangères à nos frontières. Cela est largement suffisant pour sonner la mobilisation. Ça devrait être largement suffisant, largement mobilisateur de l'opinion publique algérienne et des institutions algériennes, de la classe politique algérienne, pour dire ce pays est encerclé, il n'est pas isolé, mais il est encerclé. Ce qui explique la tonalité de l'éditorial dont nous parlions tout à l'heure, d'El Djeïch qui disait « Algériens, tenez-vous prêts ». Mais ce qui n'arrange pas forcément les choses, il y a cette absence forcée du président Tebboune pour raison médicale. Alors là, justement, une question à deux volets, si vous permettez, Abdelaziz Zarhabi. Cette absence n'a-t-elle pas justement accéléré les attentions malveillantes envers le pays, comme une sorte de fragilité mise à profit pour nous attaquer maintenant? Les étrangers, ou ceux qui ont intérêt à fragiliser ou affaiblir l'Algérie, pourraient le penser pour plusieurs raisons, parce que nous avons connu déjà ça avec Bouteflika. Nous avons connu ça pendant les années du terrorisme. Pendant les années du terrorisme, tout le monde a fait des pressions sur nous pour nous emmener à céder sur la question palestinienne, sur la question sahraoui. Pendant l'absence de Bouteflika, nous avons connu
Je l'avais dit à l'époque, ça n'a pas été bien... Vous l'aviez vécu dans votre chair. Je l'ai dit, ça n'a pas été bien perçu, ça n'a pas été bien reçu. On a même voulu d'avoir dit que nous avions un problème de sous-représentation diplomatique pendant la maladie de Bouteflika. Parce qu'un pays est représenté par son chef d'État. Vous savez que je vais donner un signal tout à fait technique. Quand vous êtes invité à un sommet de chef d'État, si le chef d'État n'est pas présent, s'il est représenté, c'était le cas de Algérie sous Bouteflika pendant longtemps, le représentant du chef de l'État n'assiste pas aux réunions à huis clos. Donc il n'assiste pas à tout le processus de prise de décision. Il se passe dans les huis clos, justement. Et entre les chefs d'État. C'est très technique, mais ça renseigne un peu sur ce que j'appellerais, moi, la sous-représentation diplomatique en l'absence du chef de l'État. Je ne souhaite pas que notre pays retrouve la situation qu'on a connue avec Bouteflika. C'était le deuxième volet, vous avez anticipé. Est-ce qu'on est... Qu'on a beaucoup cédé en Afrique. Oui, les gens disent, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre cette séquence douloureuse de l'absence prolongée que nous avions vécue avec Bouteflika? Pas aussi long, je ne sais pas, le président est absent probablement. Un mois et quelques jours. Il n'y a pas un agenda diplomatique très fort en ce moment avec Corona. Mais ça aussi, il faut le dire, c'est parmi les tares et la faiblesse du système algérien, nous avons un système qui concentre tous les pouvoirs aux mains du chef de l'État. Donc quand le chef d'État est absent, ou il est malade, ou pour une raison ou une autre, il n'est pas présent, l'appareil s'arrête. Un des chantiers du président Tebboune, c'était justement d'un peu alléger ce système hyper-présidentiel. Bien sûr, transférer le pouvoir de ce qu'on appelle l'institution présidentielle vers les institutions de la République. Et ça, c'est un gros chantier que le chef d'État algérien doit être un peu plus généreux, céder un peu plus de ses pouvoirs. Céder ses pouvoirs, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de confiance dans les institutions, pour peu que les institutions soient représentatives, bien sûr, c'est le grand débat. Pour peu que les institutions soient représentatives, céder une partie de ses pouvoirs ne nuit pas au fonctionnement de la République. Nous avons ce problème, nous avons un système présidentialiste qui nous fait beaucoup de mal. C'est une impression où vous aussi vous le ressentez comme ça, face à cet emballement dont nous avons traité depuis le début de notre émission, l'emballement de ces dernières heures, de ces derniers jours, la classe politique reste, allez, je vais utiliser le terme même s'il peut écorcher, amorphe, presque aphone, à de très rares exceptions. Et il y a la responsabilité collective, bien sûr. Il est clair, pour moi, les choses sont très claires. Nous devons pouvoir garantir un consensus national en matière de politique étrangère et de défense nationale. Ça, il n'y a pas de débat sur ça, il n'y en a dans aucun pays du monde. Mais il faut qu'il soit exprimé, ce consensus. Le consensus ne se crée pas comme ça. Le consensus est l'aboutissement, du dialogue permanent et à tous les niveaux entre l'État et la classe politique et les élites. Les élites, les syndicats, les chefs de parti. Malheureusement, il n'a pas existé pendant 20 ans sous Bouteflika. Les chefs de partis politiques doivent pouvoir être informés utilement, sérieusement et substantiellement sur les questions de politique étrangère et de défense nationale. Nous devons construire ou reconstruire ce consensus autour de la politique étrangère. Il doit y avoir des débats sur toutes les questions. Les chefs de partis politiques et les forces politiques en général et les élites doivent pouvoir être informés sur les priorités et les orientations de politique étrangère. C'est extrêmement important. Il faut éviter aussi de considérer qu'il y a des questions réservées en matière de politique étrangère. De souveraineté ou exclusive à... Tout est souverain. Tout est souverain en matière de politique étrangère. Mais la souveraineté, c'est aussi le peuple. La souveraineté, c'est aussi la classe politique. La souveraineté, c'est aussi les élites. Tout le monde doit pouvoir comprendre quelle est la réalité des relations entre l'Algérie et tel autre pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Malheureusement, je le regrette,
Nous n'avons pas capitalisé toutes les expériences en Algérie. Chacun vient, fait quelque chose, celui qui vient après fait table rase et redémarre à zéro. Nous ne sommes pas dans un processus d'accumulation, de capitalisation des expériences. Nous étions très peu nombreux, les cadres au ministère des Affaires étrangères, à être défavorables à l'accord d'association avec l'Union européenne. J'en faisais partie. J'ai fait partie de ceux qui ne voulaient pas d'un accord avec l'Union européenne. Parce que j'avais peur d'avoir, et je ne me suis pas trompé, d'avoir affaire à un accord de libre circulation des marchandises. Sans plus. Donc complètement déséquilibré, défavorable pour la partie algérienne. Bien sûr. Nous avons ouvert les portes aux produits européens. Ils ont vendu pour plus de 300 milliards ou 400 milliards en Algérie. Toute l'Europe réunie n'a pas investi autant que la Turquie en Algérie. Les Américains investissent en Amérique latine et en Amérique centrale. C'est une région que je connais un peu parce que j'ai vécu là-bas, en Amérique latine et en Amérique centrale. J'ai servi le pays là-bas, j'ai été ambassadeur dans cette région. Les Américains investissent 25% des investissements extérieurs des États-Unis se font dans leur propre zone pour créer de l'emploi, créer de la richesse, stabiliser, avoir la paix et éviter une immigration clandestine. C'est ça le concept, ce qu'on appelle la prospérité partagée. Le Japon investit 23% de ses investissements extérieurs directs dans sa propre région. Regardez la région, comment elle s'est développée. La région ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN. Regardez la croissance du Vietnam, par exemple. Qui est phénoménale. Singapour. L'Europe, qui est vraiment un désert d'égoïsme, n'a pas investi moins de 3% au sud de la Méditerranée. Égypte comprise. Égypte compris, moins de 3%. Quand on compare avec les chiffres que vous avez donnés juste avant... Il n'y a pas un engagement. Ils préfèrent investir en Chine, délocaliser en Chine. On me dit, à Bruxelles, si vous posez cette question, les gens vous disent, mais vous savez, en Algérie, le climat. Je dis, ok, en Algérie, le climat n'est pas bon, le climat des affaires. Mais vous n'avez pas investi non plus ni au Maroc, ni en Tunisie. Vous n'avez pas investi, y compris dans les pays où vous considérez vous-même que le climat est favorable aux investissements. Il n'y a pas un engagement de l'Europe. L'Algérie est perçue comme un marché. Elle est perçue comme un marché. Elle est perçue comme un fournisseur de matières premières sûr. Et elle est perçue comme un bouclier contre l'immigration clandestine. C'est le rôle qu'on veut nous faire jouer. Une sorte de mur naturel. Un sas. Ouais. Un sas pour l'Europe. Ouais. C'est-à-dire que... Et puis parfois, les gens vous disent, on vous félicite pour ce que vous faites dans la lutte contre le terrorisme international. Oui, sauf que la lutte contre le terrorisme international, c'est la mission de tout le monde, c'est pas seulement la mission de l'Algérie. Tout le monde devrait être engagé dans la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas pour l'Algérie de le faire pour les autres par procuration. Si l'Occident considère que le terrorisme est une atteinte à la paix et à la sécurité internationale, donc il doit s'engager dans la lutte contre le terrorisme et aider les pays qui sont engagés dans la lutte. En première ligne. Bien sûr. Ouais. Nous sommes en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. C'est une occasion pour moi de dire combien je suis scandalisé par le fait que des pays luttent contre le terrorisme et payent des rançons. Et ce n'est pas la première fois. Avec la libération des 200 terroristes au Mali contre une rançon de 30 millions d'euros. Les sources américaines disent qu'il y a eu plus de 350 millions de dollars payés en rançon aux terroristes dans le Sahel. De quoi assurer la pérennité des mouvements terroristes sur plusieurs... De quoi financer le terrorisme sur plusieurs... C'est paradoxal comme approche, mais on me dit que c'est ça le pragmatisme occidental. Un mot tout de même, j'avais un peu la dent dure tout à l'heure par rapport à la classe politique algérienne.
chez nous, de manière un peu plus particulière, un peu plus centrée, ce serait quand même un peu injuste de taire certaines initiatives. J'ai lu ces dernières heures celle par exemple de Moulay Chentouf, coordinateur du PLD, le Parti pour la laïcité et la démocratie. Il vient d'appeler à ce qu'il appelle une alliance républicaine forte et surtout débarrassée de certaines cohabitations. Bon, il les nomme pas, mais je pense qu'il fait allusion aux islamistes. Alors, je vous pose la question, hein, à brûle-pourpoint, Abdelaziz Rahabi. La solution, est-ce qu'elle est là, une sorte de recadrage des blocs politiques algériens dans leur ADN? Bah. Moi, j'ai essayé Je rappelle que vous avez présidé au Mazafran les fameuses réunions de la classe politique. Et à Ain Bnian, j'ai essayé, moi qui n'étais pas prédestiné à devenir un acteur de la politique intérieure, j'ai essayé avec des gens pleins de bonne volonté au sein des partis, parmi les personnalités indépendantes, d'essayer de réduire les clivages au sein de la classe politique. Parce que vous savez, regardez, un paradoxe de l'Algérie, et en ça, elle ressemble à aucun autre pays. Nous avons érigé chez nous des familles politiques islamistes, comme si l'islamiste ne pouvait pas être démocrate ou patriote. Nationaliste, donc le nationaliste n'est pas démocrate. Et puis il est démocrate, donc ils ne peuvent pas être islamistes. Et ça, c'est très algérien, ça. C'est-à-dire mettre autant d'énergie, autant d'intelligence, autant de force à ériger des frontières entre les Algériens, c'est diabolique. Diabolique. Alors que ce que nous avons en commun, ce que nous partageons en commun comme valeur fondamentale, c'est la liberté, la démocratie. Il reste maintenant les outils. Comment le faire? Comment organiser une élection transparente où il n'y ait pas de fraude, pas de triche, pas beaucoup d'argent? Et, il y a en ce moment des initiatives, je ne vous le cache pas, il y a des initiatives en ce moment, mais nous sommes tenus tous par la pudeur et pour notre éducation algérienne. On préfère attendre que le président de la République revienne pour lancer une ou deux initiatives destinées surtout à redonner un peu une vie politique. Qu'est-ce qui nous manque en réalité? Moi, ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas tant la maladie du président, que l'absence d'accord politique global autour de la situation actuelle et comment sortir de la crise. C'est ce que nous avons essayé de faire à Ain Bnian. Nous ne l'avons pas fait de façon complète, mais parce que la conjoncture était difficile, les clivages étaient très forts. La scène politique algérienne est très radicalisée. Comment faire que les gens convergent? C'est le travail qui se fait. Chercher les convergences entre toutes les familles politiques en Algérie, les convergences autour d'un projet démocratique algérien qui serait sans exclusion. Parce que l'exclusion fait beaucoup de mal à l'Algérie. Toutes les initiatives politiques sont les bienvenues pour sortir de l'état de léthargie que nous sommes en train de vivre en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le gouvernement qui a été désigné dans des conditions particulières, qui ne semble pas avoir beaucoup d'influence sur le quotidien des Algériens. Ça a été exacerbé aussi par la crise. Par la Covid-19. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez une classe politique qui attend un agenda, qui ne sait pas de quoi sera fait le mois de janvier 2021. Nous avons besoin de... Vous ne pouvez pas continuer sans indicateur politique majeur. Quel est l'agenda politique d'Algérie? Qu'est-ce qu'elle va faire en janvier? Qu'est-ce qu'elle va faire en février? Oui, je comprends parfaitement votre pudeur, hein, mais effectivement, l'absence du président la justifie, cette pudeur. Mais est-ce qu'on ne peut pas... moi, je reste journaliste farfouilleur, et sur cette initiative politique, quels sont, sans entrer dans les détails, mais au moins ses contours et ceux qui en font partie? Mais en fait, on a eu beaucoup de contacts entre nous, aussi bien les gens de Ain Bnian que d'autres. Parce qu'à Ain Bnian, quand on a voulu demander promouvoir le dialogue comme facteur de sortie de crise,
le dialogue politique national, global. Nous n'avons malheureusement pas pu convaincre le FFS et le RCD de nous rejoindre. On aurait eu une conférence presque nationale. Mais ils sont autant que nous préoccupés par l'impasse politique en Algérie. Donc, ils sont avec vous dans cette initiative? Non, l'idée qui fait son chemin en ce moment, je ne suis pas très bavard sur les préparations des initiatives. J'avais bien compris, mais... Comme je l'ai été à Ain el-Bnia, j'avais dit très peu de choses dans les conditions de préparation. C'est une des garanties de succès d'une opération, c'est de beaucoup parler de sa préparation. L'idée, c'est de dire quoi? Nous sommes en train de vivre une impasse politique réelle. Ce n'est pas tant la maladie du président qui est le problème. Nous sommes en train de vivre une impasse politique réelle. Il n'y a pas de consensus autour de rien. On nous a inventé une sorte de société civile, sui generis. Elle est née comme ça, alors que c'est un processus historique très très complexe et très lent. La société civile ne peut pas être décrétée. C'est pas une génération spontanée. C'est pas une génération spontanée. Donc, et les partis ont été marginalisés. Or, les partis, à mon sens, et je ne suis pourtant dans aucun parti, à mon sens, les partis, c'est extrêmement important dans la vie politique d'une nation. C'est une entité qui est organisée, c'est une entité qui a un programme, qui a une discipline, c'est important un parti. Et de dire, écoutez, comment sortir de l'impasse politique actuelle? Essayons d'échanger en se téléphonant, en s'appelant, en échangeant quelques propositions écrites. Essayons de dégager un accord politique le plus large possible. Le plus large possible. Je suis contre toute forme d'exclusion. On ne peut pas exclure quelqu'un sur la base de ses idées ou sur la base de ses opinions. Le reste, c'est la loi qui détermine qui est conforme à la loi, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de le faire. Mais je ne vous le cache pas. Et quand vous faites un tour de table un peu avec les chefs de parti, vous arrivez toujours à la conclusion que, bon, attendons que le président de la République revienne, même si nous devions proposer une initiative politique, la proposer à qui? En l'absence du chef de l'État. Il n'est pas... c'est irrespectueux, c'est inconvenant, et puis... c'est aussi inutile de faire une proposition en l'absence du chef de l'État, au risque de paraître comme quelqu'un qui veut porter atteinte à l'autorité du chef de l'État. Moi j'allais presque terminer sur ça, et puis vous avez titillé ma curiosité naturelle. Je reprends un segment de votre réponse. Un parti politique, c'est très très important. Oui. On n'a pas conscience de l'importance d'un parti politique. Je vous reprends textuellement. Donc je vous la pose, moi, la question, excusez-moi, mais Abdelaziz Rahabi, son propre mouvement? Oui, mais moi je n'ai pas la culture du parti politique, parce que, vous savez, en Algérie, je ne sais pas, je ne pense pas que ça ait changé, on a toujours interdit aux diplomates, aux militaires et aux magistrats de militer dans un parti politique. Donc moi je n'ai jamais milité dans un parti politique, je regrette de ne pas avoir cette culture. Il y a du regret. Non, de ne pas avoir cette culture. J'aurais pu avoir cette culture, c'est quand même un plus. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les partis politiques, à Mazafran, à el-Bnia, dans mes contacts réguliers avec les partis politiques. Et je le dis et je le répète, je ne comprends pas qu'on puisse marginaliser les partis politiques, les forces politiques organisées. Il faut travailler avec les forces politiques organisées. Un État se structure autour des forces politiques organisées. Il ne se structure pas autour des forces politiques informelles, conjoncturelles, ou de la clientèle, ou la clientèle habituelle. Ou la clientèle habituelle. Ou parce qu'il y a des élections, ou parce que. Je pense qu'il faut réhabiliter le rôle des partis politiques. J'avais demandé, dès le déclenchement du Hirak, en mars 2019, que le Hirak, que les gens qui descendent de le Hirak s'organisent, qu'ils créent des partis, qu'ils entrent dans des partis, qu'ils créent des syndicats, qu'ils entrent dans des syndicats, mais qu'ils s'organisent de façon politique, sinon ils ne pourront pas peser sur l'avenir de l'Algérie. Il y a eu un moment quand même, Abdelaziz Rahabi, où en se radicalisant, le Hirak a eu pour presque comme activité hebdomadaire de chasser les leaders politiques, certains leaders politiques des marches. C'est une des déviations du Hirak qui a été encouragée à l'époque par le pouvoir de dire les partis politiques et le pouvoir kiff-kiff.
le fameux Itnahaouga. Même sans ça, c'est-à-dire, alors que les partis politiques, un parti politique qui est dans l'opposition n'est pas responsable de la gestion des affaires du pays. C'est un discours nihiliste qui a été développé un peu dans le Hirak, qui n'a pas beaucoup servi le Hirak, mais qui, à mon sens, n'est pas représentatif de l'essence, de la quintessence même du Hirak. Je retiendrai que nous vous reverrons très sûrement avec le retour du président Tebboune en bonne santé en Algérie, autour donc de cette initiative politique en gestation. Abdelaziz Rahabi, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 24e numéro de LSA Direct. Je rappelle que vous êtes diplomate, homme politique et porteur à chaque fois d'éclairages importants et pointus sur l'actualité. Et Dieu sait qu'il nous en fallait de vos éclairages aujourd'hui avec, je rappelle, ces bruits de bottes inquiétants à nos frontières. Nous allons vous demander, avant de nous quitter, de souscrire au jeu du livre d'or de l'émission. Ah, okay. Voilà. Et quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de LSA Direct. D'ailleurs, ça ne sera pas jeudi, ça sera lundi prochain à 15h30. Nous nous retrouverons donc dans cette émission où nous recevrons, où nous devrions recevoir le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. En attendant, n'oubliez pas, quand vous viendrez, venez en adoptant les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Merci.